à toutes, bonjour à tous. Au nom de Sigvaris, je vous souhaite une bonne nouvelle année. Hello everyone. On behalf of Sigvaris, I wish you a happy new year. Je suis ravie de vous accueillir sur notre plateforme internationale MOH pour une série de 10 épisodes sur la varicose pelvienne qui commence donc aujourd'hui pour se terminer en novembre. I'm delighted to welcome you on our international platform MOH for a 10-episode series on pelvic varicose veins that starts today to finish in November. Sans plus attendre, je vous laisse avec le docteur Philippe Lemal, médecin vasculaire libéral au Chesnay près de Paris, pour 30 minutes de formation, pour nous retrouver juste après avec lui et le professeur Ismail Elalami, hématologue, PUPH, travaillant entre autres à l'hôpital américain, modérateur et traducteur de la session, qui répondront aux questions que vous aurez écrites dans la partie Q&A au bas de votre écran. Bon visionnage. Without further delay, I leave you with Dr. Philippe Lemal, liberal vascular doctor at the Chesnay near Paris, for 30 minutes of training to meet you just after. Dr. Philippe Lemal and Professor Ismail Elalami, MD, PhD, hematologist, working at the American Hospital, who will be moderator and translator, will answer the question you wrote in Q&A at the bottom of your screen. Nice viewing. You can launch the recorded. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre connexion. Bienvenue sur cette plateforme d'information de Sigvaris. Nous allons vous proposer donc une formation que nous espérons complète sur la varicose pelvienne. Alors pourquoi la varicose pelvienne? Parce que l'intérêt est relativement récent pour cette pathologie, mais il est grandissant. Pourquoi? Parce que les médecins vasculaires ont bien compris maintenant qu'un certain nombre de varices des membres inférieurs étaient alimentés par des sources d'origine pelvienne, et les gynécos ont aussi également compris que certaines douleurs pelviennes pouvaient être liées à des désordres veineux. Cette pathologie, elle a été longtemps méconnue pour la simple raison qu'elle est borderline, c'est-à-dire qu'elle est à la fois gynécologique et vasculaire, et qu'il faut donc que chaque spécialité sorte de sa zone de confort pour aller acquérir les compétences qui ne font pas partie de sa formation initiale. À savoir, pour les médecins vasculaires, il faut aller se former en pathologie pelvienne, en anatomie pelvienne, et pour les gynécos, il faut aller se former en hémodynamique. Mais l'intérêt croissant pour cette pathologie ressort très nettement, enfin en tous les cas au niveau de nos instances de formation de pathologie vasculaire, puisque lorsqu'on fait un recueil de besoins, la varicose pelvienne sort toujours comme sinon le premier sujet demandé par les médecins vasculaires. De ce constat est né ce projet donc un peu fou de vous proposer cette formation complète sur un temps long sur la varicose pelvienne. Donc moi je suis médecin vasculaire, et si je me suis intéressé et formé à cette pathologie, la varicose pelvienne, c'est avant tout parce que j'ai eu la chance de collaborer avec Milka Greiner, radiologue interventionnel, durant une vingtaine d'années. Pour moi, Milka Greiner reste une référence absolue dans cette pathologie. Elle a été précurseur, elle a proposé une classification de la varicose pelvienne qui reste tout à fait valable, et elle a posé donc les fondements de sa prise en charge thérapeutique. La deuxième personne importante dans ce projet, c'est Delphine Sion, qui est donc la responsable de la communication médicale chez Sigvaris, avec qui on a eu l'occasion de faire beaucoup de formations, de symposia auprès des gynécos et auprès des sages-femmes, et qui a su présenter et défendre ce projet auprès de sa hiérarchie, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur cette plateforme de formation médicale
du groupe Sigvaris, plateforme de formation médicale internationale. Troisième personne qui va intervenir dans ce projet, c'est le professeur Ismail El-Alami, qu'il est inutile de vous présenter, et avec qui j'aurai le plaisir de vous présenter. Vous allez comprendre plus tard dans la présentation à quel moment il va intervenir comme modérateur, et puis il va aussi également, comme c'est une plateforme internationale, m'aider à internationaliser cette présentation. La formation médicale repose sur un format court, comme les communications dans les congrès, ou sur un format long, type formation agréée DPC. Le premier format génère souvent des frustrations car précisément il est très court et ne permet pas l'interaction. Quant au deuxième, il est lui pour le coup vraiment très long parce qu'au bout d'une demi, voire une journée, il est pas rare de voir une certaine lassitude, voire une fatigue, même pour les participants les plus motivés. Pour contourner ces écueils et pour malgré tout vous proposer un temps suffisamment long pour permettre d'aborder tout le sujet et favoriser l'interaction, tout en préservant l'intérêt et l'envie, on va vous proposer, comme votre série télévisée préférée, une série qui va être en 10 épisodes divisés en 3 saisons. Chaque épisode va durer environ 1 heure. Il sera divisé en 2 parties. Une première partie qui est celle que vous écoutez actuellement, qui sera donc enregistrée et qui va développer un sujet particulier. Et une seconde, la deuxième partie qui suivra immédiatement la première, et elle qui sera en direct et qui permettra l'interaction donc avec tous les participants qui se seront connectés. Et c'est dans cette deuxième partie que le professeur El-Alami va me faire le plaisir de m'aider à dynamiser, et répondre aux questions qui seront posées par les participants. Pour faciliter l'accès à cette formation et l'organisation dans un emploi du temps de médecin déjà très chargé, nous allons vous proposer un rendez-vous tous les mois. Ce sera toujours un jeudi, toujours de 13h à 14h. Chaque rendez-vous, donc vous l'avez compris, va durer 1 heure. Une demi-heure pour la présentation préenregistrée qui va traiter du sujet et la seconde demi-heure pour l'interaction en direct. Ce qui est important, c'est que pour ceux qui n'auront pas pu se connecter, il sera toujours possible de voir toutes les sessions en replay. Cette formation tentera d'aborder cette pathologie dans sa globalité. Et si le format proposé est plutôt novateur, le déroulé, lui, sera très classique. Si vous êtes connecté, c'est que vous avez dû recevoir l'information, donc vous avez la liste des sessions qu'on va vous proposer. La première, c'est celle que vous vivez actuellement et qui est donc la présentation du sujet. Puis dans une seconde partie, j'aborderai un petit peu rapidement la nouvelle classification. Le deuxième épisode, qui est un épisode pour moi très important, c'est justement ce qui manque un petit peu aux médecins vasculaires, et c'est la connaissance de l'anatomie veineuse pelvienne, qui est un petit peu compliquée chez la femme, et on ne peut pas bien explorer cette pathologie si on n'a pas toutes les connexions en tête. 4 ou 5 épisodes seront dédiés donc à l'exploration ultrasonore de cette pathologie, puisque c'est évidemment la grosse demande que l'on rencontre parmi les médecins vasculaires. Les derniers épisodes vous proposeront donc un algorithme décisionnel et puis aborderont bien sûr les autres examens complémentaires importants dans cette pathologie, parce qu'il n'y a pas que l'échodoppler, loin s'en faut. Il y a l'angioscanner, l'IRM et la phlébographie pelvienne sélective. Et on vous présentera également les modalités de prise en charge thérapeutique. Et à ce moment-là, les radiologues interventionnels seront sollicités pour intervenir. Ce projet est ambitieux, il est collectif. Il est le résultat de la collaboration de toutes les personnes que j'ai citées plus haut. Mais il ne vivra que par votre adhésion et vos connexions. Après cette présentation du projet global, la deuxième partie de ce premier épisode va porter sur
l'évolution du concept et la nouvelle classification qui a été proposée en 2021. Alors, ce n'est pas le sujet le plus porteur, mais c'est cette classification que vous allez rencontrer maintenant dans tous les papiers que vous allez pouvoir lire sur cette varicose pelvienne. Donc, il est important de s'en emparer et de la connaître. La Société américaine des veines et des lymphatiques a mandaté un groupe de travail d'experts internationaux pour proposer donc une nouvelle classification de la varicose pelvienne. Ce rapport a été présenté par Mark Mesmer et publié en 2021. Alors pourquoi fallait-il proposer une nouvelle classification? C'est parce qu'il y a des termes historiques qui étaient jugés incomplets, imprécis, en particulier le nutcracker syndrome, May-Turner, tous ces termes-là. Donc la tendance est vraiment de supprimer tous les noms propres. Le deuxième intérêt aux yeux de ce groupe de travail était de proposer une classification qui était calquée complètement sur la CIP, qui est devenue, au moins pour les études, le standard international. Et enfin, le but est de permettre de définir des populations homogènes, ce qui permettrait de faire des études et de comparer donc l'efficacité des traitements proposés. Alors cette nouvelle classification, c'est la classification SVP, donc pour les Français c'est relativement facile à se rappeler. S pour symptômes, V pour varices et P pour physiopathologie. Et on ne doit plus non plus parler de syndrome de congestion pelvienne, mais de symptômes liés à des désordres veineux pelviens. On oublie le nutcracker syndrome pour parler de la compression de la veine rénale gauche. Ce qui est assez logique en fait, dans la mesure où cette compression, nous le verrons tout à l'heure, peut être thrombotique ou non thrombotique. Et enfin, on oublie également le syndrome de May-Turner pour parler de la compression des veines iliaques, ce qui est logique également puisque cette compression de la veine iliaque n'intéresse pas uniquement la terminaison de la veine iliaque commune par l'artère iliaque contralatérale, mais parfois la compression peut se faire à différents étages, voire au niveau des iliaques externes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que symptômes et varices vont être localisés selon 4 zones anatomiques. La première zone, c'est la zone rénale. La deuxième zone, ce sera les veines gonadiques et les veines pelviennes. Et la troisième zone, ce sera tout ce qui est afférence extra-pelvienne, mais d'origine pelvienne. La zone 4 n'intéresse pas directement la classification SVP, mais va intéresser la classification CIP. Et d'ailleurs, lorsque vous voudrez décrire des varices des membres inférieurs alimentés par des varices pelviennes, il faudra forcément associer la SVP pour tout ce qui est donc à l'étage pelvien et la classification CIP pour les membres inférieurs. Et là, ça devient effectivement un petit peu chronophage. Donc maintenant, si on considère le S de SVP, donc S pour symptômes, on voit qu'ils sont cotés, donc ces symptômes de 0 à 3. S0, pas de symptômes, facile. Et puis après, on va retrouver la classification anatomique de la diapo précédente, à savoir S1, c'est pour les symptômes à l'étage rénal, S2, c'est pour les symptômes à l'étage pelvien, et S3, c'est pour les symptômes extra-pelviens, mais d'origine pelvienne. Et là, il faut une distinction entre S3A pour tout ce qui est organes génitaux et plancher pelvien, S3B pour les membres d'origine, les symptômes des membres inférieurs d'origine veineuse, et S3C, ils individualisent la claudication veineuse. Et donc, ils précisent bien que pour les membres inférieurs, il faudra associer la CIP pour être complet. Et pour le V de SVP, donc pour les varices, pareil, elles sont cotées de 0 à 3. V0 quand il n'y a pas de varices, V1 quand c'est des varices qui intéressent le île rénal, V2 quand c'est des varices pelviennes et V3 quand c'est des varices extra-pelviennes mais d'origine pelvienne. Et là encore, il faut une distinction avec le petit A pour les organes génitaux et le périnée et le petit B pour les varices des membres inférieurs mais d'origine pelvienne. Et dans ce dernier cas, il faut bien sûr associer la CIP pour être complet. Alors maintenant le P pour physiopathologie, et cette physiopathologie sera elle-même caractérisée par 3 items, à savoir l'anatomie, l'hémodynamique et l'étiologie.
et on va détailler ça dans les diapos suivantes. Donc pour l'anatomie, on retrouve exactement le type de raisonnement qu'on avait dans la CIP, non pas dans la CIP simplifiée, mais dans la CIP complète. Et donc, anatomiquement, voilà les termes qu'il va falloir définir. Alors, ça paraît un petit peu compliqué, mais à la fois c'est relativement simple dans la mesure où c'est la veine cave. C'est la veine rénale gauche. Ce sont les veines gonadiques. Donc, pour la varicose pelvienne de la femme, ce sera les veines ovariques. La veine iliaque commune, la veine iliaque externe, la veine iliaque interne et les points de fuite d'origine pelvienne. Et dans ces points de fuite, donc on retrouve le point de fuite inguinal, périnéal, le point de fuite obturateur et les deux points de fuite glutéal inférieur et glutéal supérieur. Et en fait, la classification complète se présente comme ça, donc ça fait sur le coup, ça fait un petit peu peur. Mais en fait, c'est exactement les termes anatomiques que nous avons vus après la diapo précédente. Simplement, donc on précise si c'est à gauche, à droite ou des deux côtés à chaque fois. Donc effectivement, ça paraît confus, mais si on prend la peine de bien comprendre, c'est relativement simple d'utilisation. Donc le deuxième item pour caractériser la physiopathologie, c'est l'hémodynamique. Et là, on retrouve les deux mécanismes qu'on connaît par cœur en pathologie veineuse, à savoir l'obstruction, que ce soit une obstruction donc d'origine thrombotique ou non thrombotique, un reflux, ou si on n'a pas de chance, les deux à la fois. Et enfin, dernier item pour classifier la physiopathologie, c'est l'étiologie. Donc cette étiologie, elle est soit d'origine thrombotique, soit d'origine non thrombotique, et puis C pour congénitale, et c'est donc toutes les malformations veineuses, et en particulier les MAV. On rencontre parfois des malformations artério-veineuses qui génèrent des pathologies, des varices pelviennes, et là c'est une forme relativement grave et beaucoup plus difficile à traiter. Et maintenant, après cet inventaire un petit peu ennuyeux, je vous l'accorde, nous allons nous amuser. Donc, on va essayer de classifier en direct un certain nombre de pathologies. La douleur pelvienne chronique due à un reflux ovarique bilatéral. Dans l'ancien monde, comme dirait notre président, nous aurions appelé ça le syndrome de congestion pelvienne. Maintenant, nous allons appeler ça syndrome secondaire à des désordres veineux pelviens. Ça a au moins le mérite de mettre l'accent sur l'origine veineuse de ces symptômes. Et alors maintenant que vous savez tout sur la classification SVP, comment vous classifieriez ce symptôme secondaire à des désordres veineux pelviens dû à un reflux ovarique bilatéral? Vous avez 10 secondes pour répondre. Eh bien, sous la classification SVP, ça se présente comme ça. S2, V2, P pour physiopathologie, BGV, R, NT. Ce qui veut dire, en fait, puisque vous avez bien compris qu'on classait les symptômes et les varices selon 3 étages, qui étaient l'étage rénal pour le 1, l'étage 2 pelvien, l'étage 3 extrapelvien, mais d'origine pelvienne. Donc là, il s'agit d'un reflux ovarique bilatéral. Donc et c'est des douleurs pelviennes chroniques. Donc les douleurs sont bien à l'étage pelvien, donc S2. Les varices intéressent l'étage, c'est les reflux ovariques, donc c'est pareil, V2. Physiopathologie, c'est parce que vous avez un reflux non thrombotique des deux veines ovariques, donc B, GV, R, NT. Autre exemple, encore facile celui-ci. Donc vous avez une compression de la veine iliaque commune gauche sans symptômes pelviens avec œdème douloureux du membre inférieur gauche. Donc moi, il y a encore peu de temps, j'appelais ça un syndrome de May-Turner. Et maintenant que j'ai suivi ma formation, j'appelle ça une compression des veines iliaques. Donc cette compression de la veine iliaque, elle peut se traduire sous forme de classification SVP. Et comme la pathologie intéresse le membre inférieur, il faudra y associer la CIP. Donc là, pareil, vous avez 5 secondes pour répondre.
Alors, je vous l'accorde, vu comme ça paraît compliqué, mais en fait, c'est surtout la cible qui est compliquée. Et heureusement, on n'en parle pas aujourd'hui, on parle de la SVP. Mais la SVP n'est pas si compliquée que ça, vous allez voir. Le 3B, pourquoi? Ben, parce que les symptômes intéressent l'étage extra-pelvien, mais d'origine pelvienne. Et c'est pas le périnée, donc c'est pas 3A, mais c'est les membres inférieurs, donc c'est 3B. Il n'y a pas de varice, donc c'est V0. Et c'est donc une obstruction, puisque c'est une compression de la veine iliaque, qui est non thrombotique, c'est une compression mécanique, et qui intéresse la veine iliaque commune gauche. Donc SVP, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis la CIP, je vous laisse réviser, puisque ce n'est pas tout à fait le sujet de cette présentation. Donc là encore, un grand classique, et vous me voyez venir, je pense. Compression de la veine rénale gauche avec douleur du flanc gauche et hématurie. Nous aurions pu appeler ça avant un nutcracker syndrome. Et maintenant, vous allez appeler ça compression de la veine rénale gauche. Et cette compression de la veine rénale gauche, nous pouvons bien sûr la traduire avec la classification SVP. Classification SVP qui donne ça. Et on voit qu'en avançant dans les exemples, d'ailleurs tous les exemples ont été pris du papier qui a été publié par monsieur Mesmer. Donc tous ces exemples sont issus de leur travail. Donc qu'est-ce qui se passe? Le symptôme 1, parce que c'est à l'étage rénal, la varice est située à l'étage rénal, et c'est donc une obstruction non thrombotique de la veine rénale gauche. Donc, ce que nous venons de voir là. Donc, bien avoir en tête cette division anatomique, S1 l'étage rénal, 2 l'étage pelvien, 3 l'étage extra-pelvien d'origine pelvienne, avec le petit A pour tout ce qui est périnée, organes génitaux, petit b pour les membres inférieurs. Donc là, on va augmenter un petit peu la difficulté des exemples. À savoir, vous avez des douleurs pelviennes chroniques qui sont dues à la compression de la veine rénale gauche avec un reflux secondaire dans la veine ovarique gauche. Qu'est-ce que nous montre la phlebographie? Elle nous montre qu'il y a une obstruction non thrombotique compressible de la veine rénale, ce qui fait que cette veine rénale va se drainer par le système azygos et va descendre dans le pelvis par la veine ovarique. Au niveau pelvien, on va avoir des varices latéro-utérines gauches et qui vont se drainer en partie à droite par les veines arquées. Donc en résumé, c'est une varicose pelvienne qui est due à une compression de la veine rénale gauche, et cet état pathologique peut être caractérisé sous la forme SVP. Et cette classification va donner donc cette formule. Et là encore, avec un peu de méthode, c'est relativement simple dans la mesure où les symptômes sont de douleurs pelviennes chroniques, donc S2 parce que ça se passe à l'étage pelvien. Les varices intéressent à la fois la veine rénale et la veine ovarique, donc c'est étage rénal, étage pelvien, donc 1 et 2. Au niveau de la physiopathologie, qu'est-ce qu'on a? On a une obstruction non thrombotique de la veine rénale gauche et qui va entraîner un reflux non thrombotique de la veine gonadique gauche. Et pour chaque cas, donc, j'ai explicité un petit peu donc, la classification SVP, ce qui permet pour les plus courageux d'entre vous de s'entraîner à cette nouvelle classification. Autre exemple, donc une douleur du flanc gauche avec hématurie plus douleur pelvienne cyclique. La phlébo va montrer une malformation veineuse rénale qui est drainée directement par la veine de l'ovaire gauche, sans connexion visible avec la veine rénale gauche. Donc ça, c'est la fameuse malformation. Donc, comment ça va se passer en classification SVP? Donc là encore, du calme et du sang-froid. Les symptômes, on a vu que c'était des symptômes au niveau du flanc et des douleurs pelviennes. Donc il y a l'étage rénal et l'étage pelvien, donc 1 et 2. Les varices, vous avez une malformation veineuse rénale, donc étage 1, et vous avez un reflux de la veine ovarique gauche, donc étage 2. Maintenant, la veine rénale gauche, vous avez un reflux qui est congénital. Vous vous rappelez que dans les étiologies, c'est soit thrombotique, non thrombotique ou congénital.
Donc là, vous avez un reflux congénital de la veine rénale gauche et vous avez un reflux non thrombotique de la veine gonadique gauche. Et donc les explications de cette classification SVP pour ceux qui veulent retravailler. Dernier exemple, je vous rassure, c'est le cas d'une femme de 56 ans, 3 enfants, 3 grossesses, 3 enfants, qui a déjà été opérée de la grande saphène à gauche, qui a une récidive de variceuse au niveau des cuisses gauches, qui n'a aucun symptôme à l'étage pelvien. L'échodoppler met en évidence un reflux bilatéral des veines ovaires, qui a un reflux de la veine iliaque interne gauche, des varices pelviennes, du plancher pelvien et des varices médiales de cuisse gauche. Les varices pelviennes sont confirmées par la phlébographie qui met en évidence 2 points de fuite. Un point de fuite pudendal gauche qui est la flèche noire, un point de fuite inguinal gauche qui est la flèche rouge. Donc ces points de fuite, on va les voir à la fois sur le plan anatomique, on va les revoir plusieurs fois parce que c'est ça qui intéresse en fait les médecins vasculaires, c'est les voies de transmission de l'étage pelvien vers les membres inférieurs. Donc on va le voir à la fois sur le plan anatomique et on va le voir sur le plan bien sûr des explorations. Mais en attendant, voilà ce qu'on va voir au niveau de la SVP. Et donc la SVP nous donne ceci. Donc là encore, c'est un petit peu effrayant de prime abord et pas tant que ça une fois qu'on regarde avec du calme. Les symptômes, donc c'est des varices douloureuses au niveau de la cuisse. Donc c'est bien l'étage extra-pelvien d'origine pelvienne, B pour membre inférieur. Les varices, elles intéressent, il y a des varices pelviennes, donc c'est l'étage 2. L'étage 3, c'est les varices extra-pelviennes, mais d'origine pelvienne. 3A parce que ça intéresse le plancher pelvien. B parce que c'est les membres inférieurs. Le reflux, vous avez un reflux non thrombotique des 2 veines gonadiques bilatérales, d'où le B. Vous avez un reflux non thrombotique de la veine iliaque gauche, L, left. Et vous avez un reflux non thrombotique des points de fuite situés à gauche. Et là, déjà, on voit un petit peu les limites de cette classification. On va en parler dans la conclusion. C'est que vous ayez 1, 2, 3, 4 points de fuite, et bien vous aurez toujours, s'ils sont du même côté en tous les cas, vous aurez toujours cette même classification. La classification SIP, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet de l'aujourd'hui. Et là encore, donc, les explications des 2 classifications SVP et SIP pour les plus courageux. Que retenir de cette classification ? Les avantages pour les études sont évidents parce qu'elle permet de s'intégrer parfaitement avec la CIP et de définir des populations qui seront homogènes, donc comparables. Dans la vraie vie, c'est vrai qu'elle peut être jugée un petit peu lourde en utilisation quotidienne, bien que je suis persuadé qu'il va y avoir des outils informatiques rapidement avec un remplissage quasi automatique de cette classification. Ce qui me paraît le plus important, c'est que je pense qu'il faut bien comprendre que cette classification ne remplacera pas de toute façon un compte-rendu détaillé, car quand vous êtes devant des varices des membres inférieurs et vous devez prendre la décision d'intervenir ou pas à l'étage pelvien, cette décision sera basée en grande partie sur l'importance, le nombre, le calibre et le type de reflux au niveau des points de fuite. C'est-à-dire qu'un point de fuite de 6 mm qui reflue spontanément n'aura pas la même valeur pathologique qu'un point de fuite qui fait moins de 3 mm et qui reflue vaguement en fin de manœuvre, de Vassalva par exemple. Et le corollaire de ça, c'est qu'une femme par exemple qui avait 3 points de fuite homolatéraux en pré-procédure, si après embolisation il lui reste un point de fuite, elle sera toujours classée avec reflux non thrombotique PEV, point de fuite. Néanmoins, cette classification, elle est nord-américaine, elle va devenir la norme pour les études, et donc nous n'avons pas le choix, il faut s'en emparer, la comprendre et l'utiliser au mieux. Donc voilà, cela conclut la première partie du premier épisode
de ce gros projet sur la varicose pelvienne et nous devrions nous retrouver immédiatement avec le professeur Elalamy pour vous répondre en direct à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Thank you so much, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, for this quite clear presentation for a so complex classification. Merci, Philippe, pour vraiment cette présentation claire sur une classification qui est particulièrement, effectivement, complexe et délicate et qui nécessite certainement beaucoup d'entraînement et surtout et qui nécessite, je pense, en tout cas, une assimilation par tous les praticiens et ça demande certainement du temps. So that classification seems, of course, very practical, but it needs a real training and many experience. As you have seen, Philippe is very familiar with that, and he can translate this complex presentation in so easy way. So, but I hope that at the end of that webinar and that series of webinar, you all be a Philippe-like practitioner. I hope. J'espère que après l'ensemble, donc après avoir suivi l'ensemble de ces webinaires, vous serez tous donc des génériques de Philippe et vous aurez son expertise et son aisance dans l'utilisation de cette classification. So I will remember you that you can ask questions, of course, on the Q&A section. So please go there and leave your question and try to get an answer. So Joanna has a question for Professor Lemal. Regarding the theory of compensation between abdominal pelvic venous reservoirs, from where that this theory originates, in practice, I don't observe any signs of decompensation when I embolize the left gonadal vein in the presence of renal venous compression, which I often say the questions. On the contrary, I observe that the left renal vein increases in diameter and becomes the preferred pathway for that venous return rather than experiencing the compensation in the renal reservoir. Alors, je vais essayer de traduire Philippe. Johanna vous remercie pour, bien sûr, cette vraiment très intéressante présentation. Elle a une question concernant la théorie de la compensation entre finalement le réseau veineux, le réservoir veineux abdominal et pelvien. Elle veut savoir d'où vient cette théorie, parce que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'elle observe en termes de décompensation quand elle embolise, par exemple, une veine gonadique gauche et en présence finalement d'une compression veineuse rénale. Donc, ouais. En gros, d'où vient cette théorie de la décompensation au niveau des réservoirs veineux? Bien, donc je vais essayer de répondre à la question. Là, on sort un petit peu de la classification, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Donc, bonjour à tous et puis merci pour votre connexion. Donc, avec Milka Graner, on n'a jamais raisonné en termes de réservoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rein qui doit se drainer dans la veine cave, et donc il doit passer quand c'est une forme antérieure de veine rénale, entre l'aorte et l'artère mésentérique. Or, le gradient de pression qu'il y a entre la veine rénale et la veine cave, il est de l'ordre du millimètre de mercure. Et c'est beaucoup plus facile pour le rein de se drainer vers le pelvis parce qu'il y a un gradient de pression négatif. C'est-à-dire qu'il y a 6, 7, 8 mm de mercure en moins dans le pelvis. Donc, spontanément, le rein, c'est beaucoup plus facile pour se drainer vers le pelvis plutôt que dans la veine rénale. Donc,
Alors, autre chose, soit c'est une pathologie, c'est la classification de Milka-Greiner, pour ça, était à la fois peut-être plus simple, mais mettait bien en place les deux mécanismes. Soit c'est une pathologie de reflux, c'est-à-dire que c'est la veine ovarique qui reflue, comme n'importe quel varice peut refluer, ou soit il y a une compression de la veine rénale, et à ce moment-là, le reflux de la veine gonadique, de la veine ovarique, elle reflue parce que ça devient une voie de suppléance. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire que cette personne, ce praticien, a vu que lorsqu'elle embolisait la veine gonadique, la veine rénale augmentait. Mais tout simplement, c'est parce que la veine rénale, du coup, n'a plus le choix de descendre dans le pelvis parce que c'est plus facile pour lui grâce au gradient de pression négatif. Et donc, le seul voie de drainage du rein devient la veine rénale, et cette veine rénale, pour s'adapter au débit, est obligé d'augmenter à la fois sa vitesse de drainage et son diamètre. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Well, it's very complicated. Anyway, I will try to translate. Okay, so in fact, you're right. You are right. This theory it's not so important in practical way, because what we know is that there is a gradient of pressure between, of course, the renal circuit and the vena cava, and the flux, the reflex goes from the let's say from the renal to the pelvis. So when you let's say embolize the left gonadal vein, you observe an increase of the diameter of the renal vein, which is, of course, natural because there's no other choice to go to the pelvis. So that it's, of course, mechanically classical. So again, I think, well, je ne sais pas si j'ai été clair, Philippe, mais again, I think that your observation is, of course, linked to that anatomical and let's say logical gradient of pressure between the renal circuit and the pelvic circuit. C'est bien résumé, merci. There is another let's say question, and merci pour la présentation, Philippe. Donc, tout ça me paraît effectivement assez complexe, mais y a-t-il une application pour réaliser cette classification, ou un site internet, bref, quelque chose d'automatique qui pourrait me sortir directement, bien sûr, en décrivant finalement ce que j'ai eu sur le plan anatomique, et avoir la lecture et la classification SVP donc proposée comme gold standard. Thank you, Philippe, for your presentation. Is there any let's say application with artificial intelligence, for example, a system able to calculate and to propose this classification through a website, for example, to make it simpler? Je ne connais pas d'application, je suis sûr qu'elle va arriver parce que c'est relativement simple à faire sur le plan informatique, mais je ne connais pas s'il existe une application ou un site qui le fait directement. Peut-être qu'il faut poser la question aux Nord-Américains, peut-être. At the best of our knowledge, at that time, there is no application available on the website or any site giving us that possibility. But maybe in the future, some smart guys will try to develop that and offer that possibility. Donc, on va attendre. So be patient. But for sure, regarding that new language, because it's a new language which is quite complex, and we understood that language
is, of course, required to develop an homogeneity and to be able to, let's say, get the same basis of approach, developing that uniformization for studies, and of course, to get the same language between all of us. And do you think that the practitioners will adopt that classification easily, or there will be some resistance and to that new way of language? And in your experience, is it a helpful approach or not? Donc, je traduis en français brièvement. On a compris que c'était donc une classification qui était requise de manière à uniformiser un peu disons, l'approche et l'interaction des différents acteurs pour avoir quelque chose d'homogène pour notamment la mise en place d'études communes et que tout le monde ait finalement un même langage. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une résistance de la part des praticiens pour adopter cette classification qui est, somme toute, c'est vrai, un peu délicate et que certains vont rester très vintage encore militants? Ici, c'est certain qu'il va y avoir une résistance. La preuve en est, c'est que peu de gens utilisent dans la pratique quotidienne déjà la CIP. Donc, et encore, les auteurs de la CIP ont bien compris le problème. Donc, ils avaient proposé deux versions, une CIP simple, simplifiée, et une CIP complète. Alors, pour autant, on peut faire des comptes rendus complets sans utiliser cette classification, et on va quand même rendre service aux patients et donner des informations qui vont être utiles pour le radiologue interventionnel. Mais il est évident que si on veut, comment dirais-je, évaluer les traitements qu'on propose, on sera obligé de passer par cette classification. Okay. So, in fact, yes, that it's clear that that classification is not so easy, and there are some proposals regarding two versions. One CIP more complex, another one more, let's say, useful and simple. But anyway, we need to get a clear information for the interventional radiologist, and to help him to give it the best treatment for that approach, and for the comparison, the evaluation of all the treatments methods, we need to be sure that we are based on the same pathology. So for sure, it's required to know for both diagnosis and treatment. Oui, mais en plus, d'autant qu'elle n'est pas si compliquée que ça, cette classification. Une fois qu'on a compris qu'il y avait ces trois étages, rénal, pelvien et extra-pelvien d'origine pelvienne, après, voilà, après il y a une classification 1, 2, 3. Bon, elle est relativement facile à utiliser en fait. Il faut juste faire l'effort de voir ce qui sous-tend le mécanisme de cette classification. Par contre, il faut bien comprendre que cette classification n'est pas là pour faire un bilan lésionnel précis, c'est-à-dire que elle est là pour proposer des populations homogènes de façon à pouvoir les comparer lors des études. Mais par exemple, on voit bien que l'étage 2, quand on parle de varices, on va parler, donc c'est un reflux à l'étage pelvien, mais on ne va pas individualiser le reflux. Enfin, on va dire si c'est une veine iliaque, mais on ne va pas dire si c'est une veine obturatrice, une veine pudendale. Enfin, donc, et pareil au niveau des points de fuite, c'est ce que j'ai abordé un petit peu dans la conclusion, c'est que on ne détaille pas le point de fuite. C'est-à-dire que qu'on ait 1, 2 ou 3 points de fuite, on sera toujours reflux non thrombotique, point de fuite. Donc, il faut bien comprendre que, comme la CIP d'ailleurs, la classification n'est pas là pour faire un bilan lésionnel précis.
Et donc, cette classification n'exonère pas, n'exempte pas de faire un compte-rendu détaillé qui précise les reflux et les différents points de fuite. Okay. In fact, it's first of all, it's not so complicated. It's not so complex, and that's what he mentions is to keep calm, and it's in fact quite easy with 3 levels: renal, pelvic, and extra pelvic, and 1, 2, 3, and the classification with the symptoms, varicosis, and physiopathology is quite, let's say, needed again to establish the diagnosis and the strategy. But anyway, for sure, it's not so precise. And for example, regarding the leak points, it's not so, let's say, detailed. And we need to get very, let's say, well informed reports, and with details which are important to establish that diagnosis and the best management for the case of the patient. So again, it's not an only one way to establish that information following the classification, but both of them are required to reinforce the best diagnosis for the best treatment. So, have you any other question? And you see that for sure, I am convinced that that era is quite a difficult era for the practitioners, which is requiring a multidimensional approach. And Philippe underlined the fact that we need to have all of us the same language to be sure that we are seeing and we are facing the right and the complete problem. And that's very important. So it's mandatory for you to use that new language and to update this classification, and to start to train now before the next meeting, and to be more familiar with that approach. Donc il est très important, encore une fois, comme l'a dit Philippe, que nous soyons tous conscients que le problème donc, des problèmes de congestion pelvienne sont complexes, certainement complexes, avec différents étages, etc., et différentes bases physiopathologiques. Et donc, il faut qu'on ait tous aujourd'hui une approche qui soit homogène et qu'on parle tous le même langage, de manière à ce que finalement les stratégies soient optimales. Et donc, il faut que vous vous entraîniez chez vous en attendant le prochain webinaire, pour que vous soyez beaucoup plus familier avec ce langage-là et qu'on puisse tous parler de manière complètement transparente et certainement utile dans notre pratique clinique, parce que on verra tous la même chose à travers donc cette classification et cet audit plus ou moins précis, donc d'après notre expert Philippe Lemac. Voilà, donc have you any other question regarding that terrific classification? But anyway, you know, using make you, let's say, for sure an expert. So just training again, and I'm sure that you are going to be a very, very useful and you use that and like helpful classification. No other question? So I think we can conclude now. Philippe, est-ce que tu veux rajouter un commentaire? Non, on a à peu près fait le tour de cette classification qui n'était pas forcément, donc on a commencé par là parce que je pense que c'était l'étape, il fallait passer par là pour avoir effectivement ce même langage.
c'est pas le sujet le plus porteur, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont eu le courage de se connecter. Et puis, ce que je peux dire, c'est que le deuxième épisode de la première session traitera de l'anatomie, qui est encore effectivement quelque chose un peu complexe et qui n'est pas forcément d'utilité quotidienne pour les médecins vasculaires en ce qui concerne l'anatomie veineuse pelvienne chez la femme. So Philippe, Voilà. Philippe encourage you. I translate the thing if you want. Philippe encourage you to, of course, to train again, and the next session will be dedicated to the anatomical approach, which is important again to see right, to treat right, and but you are following these webinars to become experts. So I hope that for the next meeting, that your knowledge will increase more and more and make you better, make you experts, and increase your, let's say, patience regarding the management of the difficult task in women. So again, see you for the next episode. And thanks to Philippe, thanks to you, to all the attendees, and I hope that will be more numerous for the next episode. So see you soon and take care. Now, Delphine, the floor is yours. Juste pour terminer, donc voilà, notre premier épisode est fini. Je vous remercie tous les deux, donc Philippe Lemal et Ismail El-Anami. J'espère que donc ce premier épisode vous aura tous plu, même si, comme l'a dit Philippe, c'est peut-être pas la partie la plus excitante. Mais j'espère qu'en tout cas, ce premier épisode vous aura donné envie de revenir. Le prochain aura lieu donc le jeudi 6 février à 13h. Et voilà, il me reste à vous dire au revoir. Thank you to Dr. Philippe Lemal and Professor Ismail El-Anami. I hope you enjoy this first episode and makes you want to come back for the next one, which will take place on Thursday, February the 6th at 1 p.m. Goodbye.